Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Après 8 mois, l'avis d'ébullition d'eau pour la ville de Princeville sera maintenu et répond aux recommandations de la Direction régionale de la santé publique et responsabilité populationnelle dans son objectif de zéro risque, bien que les études dernières de l'eau de Princeville que nous avons connues à la TVC confirment que la chloration a permis d'éliminer la présence de bactéries E. coli dans l'eau suivant le traitement. En entrevue, Dominique Doucet, directeur général de la ville de Princeville, a expliqué en détail quelle serait l'option qui permettrait à la ville de Princeville de retirer son avis d'ébullition sans mettre en danger la santé des citoyens. Bienvenue. Monsieur Doucet, bienvenue à cette émission. Merci. Bon, on aimerait commencer pour contextualiser un peu les gens de ce qui s'est passé après septembre dernier en ce qui concerne l'avis d'ébullition d'eau à Princeville. Oui, donc en septembre 2023, on a eu un avis comme quoi qu'on devait placer la ville de Princeville en état d'ébullition préventif pour les citoyens ayant accès à l'eau potable. À ce moment, ce qu'il nous fallait déterminer avant de proposer un système de traitement adapté au type d'eau, nous devons faire une période d'échantillonnage assez longue pour déterminer toutes les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Donc, il faut déterminer la turbidité de l'eau, le pH, le type de minéraux, les autres caractéristiques de l'eau. Et avant de débuter ce type d'échantillonnage-là, il fallait, dans un premier temps, regarder notre système d'eau potable. Est-ce qu'il y avait des défectuosités? Est-ce qu'il y avait des enjeux de contamination par les eaux de surface? Fait que toute cette audit-là de notre système d'eau potable a été réalisé. Quelques travaux correctifs ont été faits. Et depuis cet automne, on fait un échantillonnage de l'eau potable, comme je le disais précédemment, et ce qui va nous permettre après ça de déterminer le type de traitement qu'on peut proposer au ministère de l'Environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand bien même qu'on est en avis d'ébullition préventif, c'est le ministère de l'Environnement c'est la clé du processus d'approbation pour le type de traitement qui va être suggéré qui va être proposé par la ville, ceux qui doivent accepter ou refuser. Et pour ça, eux nous demandent une période d'échantillonnage quand même assez longue. Fait qu'on est en train de terminer une première phase d'échantillonnage. On a déjà rencontré le ministère de l'Environnement. On est en discussion avec eux pour voir le type de technologie. Mais force est de constater que le processus va être long. Fait qu'on travaille actuellement à faire une usine temporaire de filtration des eaux afin de lever l'avis d'ébullition préventif. Malgré cela, il faut tout de même que le ministère de l'Environnement approuve et étudie la technologie de l'usine de traitement temporaire des eaux. Le ministère de l'Environnement doit approuver aussi cette usine-là. Fait qu'on est en discussion avec eux pour voir est-ce qu'on peut accélérer le processus des choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut simplifier comme processus réglementaire? Et prochainement, on va être en mesure de pouvoir répondre, de pouvoir transmettre la demande au ministère de l'Environnement avec le type d'usine qui va être proposé temporairement, en attendant qu'on puisse faire le processus pour une usine complète, parce qu'on s'entend pour une usine complète, on peut parler de 3 à 5 ans de délai, alors que pour l'usine temporaire, on croit qu'on est capable de le faire beaucoup plus rapidement pour la fin 2024. D'accord. Et comment va marcher l'unité temporaire de filtration d'eau? Ouais. Quelle technologie va utiliser? OK. C'est une technologie c'est un système de filtration par membrane. C'est un type de technologie qui est utilisé en ce moment par les villes de Sherbrooke et Magog. Nous, toutefois, la différence, c'est que ce n'est pas dans une usine de traitement des eaux. Ça va être l'usine temporaire est dans un conteneur. Le conteneur est livré. Il faut naturellement faire des raccordements. On ne peut pas mettre ça n'importe où. Il faut le mettre dans un endroit où c'est que l'eau potable, où est-ce qu'il y a des conduites principales d'eau potable. Mais tout de même, c'est une technologie qui est utilisée surtout dans le secteur industriel au niveau des mines. Par exemple, si une mine va s'installer dans le nord du Québec pour fournir de l'eau potable à ses employés, elle va louer ou acheter ce type d'usine, de conteneur, qui est une usine, et l'installer à leur mine, à leurs installations même. Fait que nous, c'est le même type de technologie qui est utilisée à court terme pour venir installer ça dans notre ville. Monsieur Doucet, on a reçu les derniers résultats du ministère de l'Environnement sur l'eau de Princeville. Il dit qu'effectivement, il y a moins de bactéries E. coli et qu'effectivement, c'est plus sécure maintenant d'utiliser ou de boire de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu maintenir l'avis d'ébullition? C'est
plus pour éviter des maladies ou quoi? Pour l'instant, c'est vrai, en effet, on vous disait tantôt, la ville de Princeville a fait des travaux sur son système, ça a amélioré la qualité de l'eau potable, mais toutefois, ce que j'en comprends en ce moment, c'est pas nous qui décidons l'avis d'ébullition préventif, c'est la direction de la santé publique qui détermine l'avis d'ébullition préventif. Ce que j'en comprends, c'est malgré que qu'il y a une amélioration de l'eau brute, il faut bien spécifier parce que l'eau potable, lorsqu'elle arrive chez le citoyen, sur papier, l'eau est très bonne. Il n'y a pas aucun enjeu. Il ne faut pas oublier que l'avis d'ébullition préventif, il sert à prévenir un risque qu'on ne détecte pas en ce moment dans le réseau, mais la direction de la santé publique veut prendre un risque zéro, ne veut pas y avoir de risque. Donc, ceci étant dit, nous, on est toujours sous le couvert de l'avis d'ébullition préventif qui est émis par la direction de la santé publique. Pour l'instant, on n'a pas eu de mot d'ordre de le retirer. On perçoit qu'on a eu une amélioration de la qualité de l'eau. En même temps, malheureusement, parce que j'aurais aimé ça que ça soit réglé, malheureusement, d'après nous, au courant des prochaines semaines, avec les épisodes de chaleur, avec l'été qui revient, on pense qu'ils... non pas que la qualité de l'eau ne va pas se dégrader, mais ça va nous dire qu'il va nous falloir un deuxième traitement pareil. Les résultats de l'analyse vont nous dire qu'il nous faut un deuxième traitement. Il nous reste encore, dans quelques semaines, on va avoir la réponse définitive à cette question-là. Mais on présuppose que qu'on va avoir besoin de deuxième traitement. Et de toute façon, la ville, les élus m'ont mandaté pour travailler sur une usine temporaire. Fait que tant mieux. Si dans 5 semaines, par exemple, 4 semaines, on remarque que la qualité de l'eau, elle est bonne, puis on peut retirer l'avis d'ébullition, tant mieux. En attendant, on travaille avec une firme d'ingénierie et avec le ministère de l'Environnement à pouvoir implanter une usine temporaire si jamais les résultats ne sont pas concluants. Alors, il semble que la solution finale, définitive, peut prendre du temps. Est-ce qu'avec l'unité temporaire de filtration, vous allez pouvoir enlever l'avis d'ébullition dans la ville? Oui, en effet. Vous devez attendre jusqu'à... Non, je comprends. C'est une bonne question parce que l'unité temporaire va permettre de lever l'avis d'ébullition. Autrement, ça ne servirait à rien de mettre cette unité temporaire-là. Puis, étant donné que les coûts sont quand même assez élevés pour ce type de traitement-là, on n'installerait pas d'unité temporaire si ça ne levait pas l'avis d'ébullition. On veut lever l'avis d'ébullition, c'est notre objectif premier. Et on va prendre les moyens nécessaires pour le lever, même s'il faut. Même si on va installer de quoi temporairement, on va le faire pour les citoyens de la ville de Princeville. Et ça va prendre combien de temps Ça aussi, c'est... On aurait tendance à penser que pour une unité temporaire, ça serait assez rapide. Mm-hmm. On se dit, OK, c'est pas une solution permanente. Solution temporaire, on pourrait faire ça assez rapidement. Mais on est encore en discussion avec on est en train de faire les études. Il faut tout de même démontrer au ministère de l'Environnement que la technologie, elle permet d'atteindre des niveaux d'efficacité pour retirer les virus, les bactéries, selon leurs exigences au ministère de l'Environnement. Il faut leur prouver. Et nous, c'est notre travail à nous de les prouver. Donc, on travaille actuellement à leur démontrer que c'est efficace, que ça fonctionne. Et après ça, le ministère de l'Environnement va faire son analyse. Ça, on ne contrôle pas cette donnée-là, nous, de notre côté. On a espoir que pour 2024, pour la fin 2024, on ne dira pas, il faut être clair, ce ne sera pas pour l'été 2024, mais on a espoir pour la fin 2024 qu'on puisse avoir installé, ou du moins qu'on puisse dire, voici la date que c'est installé, que l'usine temporaire est installée. Et pour comprendre mieux, comment sera installée l'unité de filtration temporaire? Oui, c'est intéressant. C'est un conteneur qui va être placé. Pour l'instant, l'endroit préliminaire qui est étudié, c'est au garage municipal. Et on le raccorde avec... on a notre entrée principale d'eau potable. On a notre sortie principale à cet endroit-là. On fait un raccordement. Et puis, l'unité de filtration fonctionne à partir du moment qu'il est branché, que l'électricité, que tout est fonctionnel. L'unité de filtration commence à être en opération. Il faut comprendre, on aurait pu l'installer ailleurs, mais premièrement, il faut que ça couvre l'ensemble de la municipalité. Et deuxièmement, on a aussi besoin d'accès à un système d'égout. Parce que qui dit filtration, dit qu'il reste aussi une matière. Il y a des choses qui doivent être envoyées dans le réseau d'égout. Fait qu'il nous faut avoir besoin d'accès au réseau d'aqueduc principal, la conduite principale d'aqueduc, et aussi au réseau d'égout.
D'accord. Ici, on parle de, bon, financièrement, est-ce que la solution temporaire a coûté à la ville de l'argent ou il y a une aide financière de la part du ministère de l'Environnement? Pour l'instant, on n'est pas au courant quant au fait s'il y a une aide financière pour une installation qui est temporaire. Habituellement, les aides financières, il y a des aides financières pour le traitement des eaux, ça oui, mais c'est généralement pas fait pour des systèmes temporaires. C'est fait pour des systèmes permanents. Et le jour, c'est que la ville, tout un peu comme le dossier de Warwick, si la ville avait une usine, là, on pourrait accéder à des subventions, des aides financières du gouvernement du Québec, mais pour le moment, il n'y a pas d'accès à des aides financières pour des usines temporaires. C'est sûr qu'il nous reste des informations à aller chercher parce que c'est un dossier qui est un peu hors norme. C'est pas courant au Québec qu'il va y avoir l'installation d'une telle unité temporaire. Il y a eu quelques villes qui l'ont installée, il n'y a pas juste nous. Mais pour les aides financières, ça sort un peu du cadre. Donc, nous, on doit faire des recherches aussi. On doit discuter. On doit trouver des accommodements s'il y a des aides financières disponibles aussi avec le gouvernement du Québec. Mais pour l'instant, il n'y en a pas qu'on en connaisse. OK, c'est la ville qui va être comme à charge des... Oui, c'est la ville. Puis qui dit ville, dit ultimement, c'est les citoyens qui défraient les coûts. La ville, on n'a pas d'autres sources de revenus autres que les taxes des citoyens. Fait que si nous n'avons pas d'aide financière, c'est les citoyens qui utilisent l'eau potable qui payent le système de désinfection temporaire. Ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation dans les taxes pour la population. Ça va toucher la poche des personnes? On peut prévoir qu'il va y avoir une augmentation. Toutefois, il y a d'autres projets aussi de notre côté qu'on peut. Il y a avec les élus, on peut avoir une réflexion à savoir est-ce qu'on coupe certains projets qui étaient sur la table. Est-ce qu'on reporte certains projets à plus tard pour ne pas augmenter le compte de taxes ou pour l'augmenter de façon de façon moins grande? Là, à partir de là, il y a des discussions à avoir avec les élus à ce sujet-là. Et M. Doucet, plus ou moins, combien peut coûter la solution définitive? Pour l'usine permanente, ça peut être une solution qui pour l'usine permanente, je peux pas m'avancer sur un chiffre aujourd'hui parce qu'on peut parler d'un montant, ça peut être aussi, c'est relatif, là, mais ça peut être un montant qui peut représenter quelques centaines de milliers de dollars à une unité qui peut coûter jusqu'à 10 millions de dollars parce que tout dépend du type de traitement qui va être recommandé par notre ingénieur et qui va être accepté aussi par le ministère de l'Environnement. Il faut comprendre que nous, nos ingénieurs vont proposer des solutions et le ministère de l'Environnement, eux, vont étudier nos solutions, ils vont les approuver ou les refuser. Mais l'ordre de grandeur est assez. Pour l'instant, en ce moment, on se concentre sur l'usine temporaire. On veut lever la vie d'ébullition rapidement. En même temps, de notre côté, le type de technologie qui va être utilisée dans l'usine temporaire va être fort probablement la même que dans l'usine permanente. Fait qu'on va déjà avoir un bout de chemin. Lorsque l'usine temporaire va être acceptée par le ministère de l'Environnement et installée, on va déjà avoir un très grand bout de chemin de fait parce que ça va être le même type de technologie qui va être utilisée pour l'unité permanente. Et comme ça a été le processus avec le ministère de l'Environnement, est-ce que vous vous sentez rassuré de la part d'eux? Est-ce qu'il y a eu une collaboration de la part du ministère? Oui, c'est sûr que de leur côté et de notre côté, on doit travailler en collaboration uniquement. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va rentrer en conflit puis le dossier va retarder. Fait qu'on travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement. On souhaite être proactif vis-à-vis eux pour leur fournir tout de suite, pour ne pas attendre après le ministère, après des informations. Donc, en ce moment, on est déjà en discussion avec eux. On leur présente tout de suite vers où est-ce qu'on s'en va, afin d'obtenir peut-être une pré-analyse, une pré-approbation pour dire « OK, vous êtes dans la bonne voie ». Après ça, vous pouvez proposer la version définitive de votre projet sans que ça retarde après ça lors de l'analyse. Si tout est discuté lors de l'étape de l'analyse, tout va déjà avoir été pré-accepté. Fait qu'on pense pouvoir accélérer les choses. Fait qu'en ce moment, on essaie de garder... On essaie pas, on garde on a une bonne collaboration avec le ministère de l'Environnement. Puis de notre côté, on va fournir toute l'information qu'ils demandent. Et par rapport à la raison, est-ce que vous pensez que l'augmentation de la population à Princeville, ça a été une raison pour améliorer le système de filtration d'eau? Il est clair que l'augmentation de la population de la ville de Princeville dans les dernières années, qui a quand même eu une augmentation de 25 mais a causé un peu la vie d'ébullition préventif. En même temps, c'est une situation assez complexe parce que la vie d'ébullition préventif, elle a été émise à partir de l'information qui était parcellaire, puis sans rejeter la responsabilité sur personne. Il y a eu un peu une certaine confusion dans ce dossier-là, mais aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des études. On fait une étude d'échantillonnage, on fait un protocole d'échantillonnage complet pour déterminer
au final pour que tout le monde, autant le ministère de l'Environnement que nous, on sache quel est le type d'eau brute que l'on a, puis quel est le type de traitement et quels sont les traitements qui sont exigés par la loi sur la qualité de l'eau potable, quel type de traitements qui sont obligés pour ce type d'eau-là en fonction de la loi. Et on a parlé déjà en diminution des bactéries E. coli, mais vous voulez rappeler aux gens l'importance de faire ébouillir l'eau avant de boire, parce que des fois les gens pensent, bon, on est dans un mieux moment, est-ce qu'on peut prendre l'eau normale sans ébouillir, ou la gens peut tomber malade? OK. Il y a plusieurs choses à dire. La première chose donc, en ce moment, il y a un avis d'ébullition d'1 minute de l'eau avant de la consommer. Et donc, on recommande aux citoyens, le message des autres citoyens, faites-la bouillir pour éliminer tout risque. À partir de là, si vous la consommez sans la faire bouillir, vous prenez un risque. Malheureusement, on ne peut pas évaluer le risque. Est-ce que c'est un risque qui est très élevé, qui est moyen, qui est minime ou qui est très, 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 très minime? Ça, nous ne pouvons pas l'évaluer, ce risque-là. Donc, nous recommandons aux citoyens de la faire bouillir pour une période d'1 minute au minimum pour qu'il puisse être consommé par la suite. Et pour terminer, M. Doucet, quelles sont les recommandations pour faire bouillir l'eau avant de la consommer? Oui, le plus simple, c'est de la faire bouillir 1 minute à gros bouillon. Fait que ça, on pense que c'est le message le plus simple. La température, on vise le 100 degrés Celsius, donc à gros bouillon, 1 minute. Et à ce moment-là, l'ensemble, s'il y avait à avoir des parasites dans l'eau, tous les parasites seraient éliminés. Parfait. Bon, M. Doucet, on va continuer à faire un suivi de cette situation à Princeville, mais merci beaucoup pour toute l'information. Merci. Maintenant, nous changeons de sujet pour présenter le Grand Rando. Cette journée d'activité physique aura lieu le 15 juin prochain à Plessisville et est à la recherche du soutien des bénévoles pour atteindre son objectif annuel. En conférence de presse, Valérie Desrochers a précisé l'information sur l'événement et a lancé un appel à la participation. Bonsoir. En fait, ça me fait bien plaisir de vous accueillir pour la conférence de presse officielle pour la 2e édition Plessisville à vélo. Bien content. Donc, le comité organisateur, une grande partie, en fait, pratiquement tout le monde est présent. Donc, très fière encore pour la Grande Rando, 2e édition. L'événement, c'est un événement qui est accessible à tous. Ça se veut un événement familial. Ce fut une belle réussite l'an dernier, malgré des intempéries intenses de juin. On avait dû remettre l'édition plus tard en septembre. Très belle réponse de la population, donc on était bien contents de le ramener cette année, en date du 15 juin, la prochaine édition. C'est important pour la ville de Plessisville de promouvoir les bonnes habitudes de vie, donc c'est en mettant sur pied ces types d'événements, justement, qu'on peut en faire la promotion, puis on parlera un petit peu plus tard, là, justement, des revenus de toutes les inscriptions qui pourront aller, qu'on redonne à la communauté, justement, pour le transport actif. Je vous rappelle également, on est une belle ville accessible pour le transport actif. Donc, l'ensemble de nos bâtiments municipaux ont des dispositifs. Donc, les super à vélo, c'est équipé. On aura bientôt, tout près de la Caboose, sur le bord de la piste cyclable, un atelier mécano-vélo également, donc qui sera disponible. Donc, je vous invite à vous promener de façon active cet été sur notre beau territoire de la ville de Plessisville. Donc, j'en profite pour féliciter l'ensemble du comité. Merci de votre implication, tout le monde. C'est du temps bénévole, bien investi pour redonner à notre communauté. Et je lance l'invitation à l'ensemble des citoyens, mais également à l'ensemble des entreprises sur le territoire. C'est le temps d'en faire la promotion. Belle possibilité de faire un petit peu de team building avec les équipes le 15 juin aussi. Donc, venez en grand nombre, on vous attend. Super, merci Valérie. Donc, oui, merci au comité. Ça ne serait pas possible sans du travail bénévole de tout le monde qui en font partie. Une 2e édition renouvelée, mais qui est presque un copier-coller de l'année passée, sauf que là, c'est au mois de juin et il devrait avoir du beau temps. C'est ce qu'on a commandé, Valérie? En plein ça. Donc, il y a 2 parcours qui peuvent faciliter tous les styles de cyclistes. On a un 5 km qui est beaucoup plus familial, qui va avoir, la principale nouveauté, c'est qu'on a un parcours de 5 km dans les parcs de la ville, mais qui va avoir un rallye.
Alors, pour les petits, un rallye mystère, là, on a envie de le savoir. Même nous, là, certaines personnes du comité qui savent pas encore. C'est encore un mystère pour nous, c'est ça. Fait que je vous invite donc à piquer ça pique votre curiosité. Venez faire ça en même temps que votre vélo. Et le fameux 23 km qui s'en va par la piste cyclable jusqu'à Princeville et le retour se fait par le boulevard des Sucreries. Les profits, tantôt Valérie en a mentionné un petit peu, vont être remis, je pense qu'on voit là-bas, profits remis à la communauté pour promouvoir les transports actifs. C'est un fonds qui va être créé, donc toutes les inscriptions, le montant des inscriptions va être remis, puis après ça, bien, quand on va avoir un fonds suffisant, il va y avoir des appels de projets, soit par des écoles ou des organismes pour favoriser le transport actif. Là, on passe au classique rack à vélo, mais ça peut être d'autres types de projets. Donc, le départ est à 10 heures. C'est un départ de masse avec tout le monde ensemble. Ensuite de ça, retour autour de midi au Carrefour. Donc, on part du Carrefour et on revient au Carrefour. Il y a de l'espace en masse. On a la chance d'avoir un magnifique parc, le parc des Bourbons ici. Des boîtes à lunch aussi qui sont disponibles au montant de 15 oui. La mijoterie qui nous fournit ça encore une fois cette année. Beaucoup de partenaires. C'est un milieu extraordinaire, Plessisville, pour ça. Beaucoup de partenaires qui se greffent d'une manière très facile aussi. Là. On parle, veux-tu mentionner un peu les partenaires? Oui, bien sûr. Bien, justement, Fromagerie Victoria de retour encore cette année. Merci beaucoup. Fruits d'Or sera de retour aussi. Notre député Éric Lefebvre qui nous envoie également une subvention. Le Verger des Bois-Francs, IGA et Maxi, donc qui seront partenaires avec nous pour l'événement, soit en remise de dons commandites ou des dons également en collation. Je vais dire ça comme ça. D'ailleurs, les collations, à la fin, les gens sont invités à amener leur lunch, c'est sur l'heure du midi, mais évidemment, avoir des collations sur place, on parle de fruits, légumes, etc., des choses évidemment santé. Coût d'inscription, on le voit bien ici, c'est 5 $ 13 ans et moins. Et on parle 13 ans et plus. 13 ans et plus et gratuit pour les 12 ans et moins. Donc, c'est assez favorisant pour les familles. Finalement, là, si on n'oublie rien, Valérie, il y a des bénévoles. On fait appel encore à votre générosité, des bénévoles encadreurs. Je sais que le Grand Défi perd la voix cette journée-là, donc on a perdu quelques encadreurs au niveau cycliste, des encadreurs ou des personnes aussi bénévoles qu'on a besoin sur place. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Je vais vous le donner tout de suite. Là, mon courriel, c'est Jérôme Grenier 333@gmail.com. Donc, envoyez-moi votre candidature pour être bénévole. On recherche encore plusieurs personnes pour encadrer en vélo, ainsi que pour les inscriptions et le site de départ. Bon, Valérie, et avec les bénéfices de cet événement, qu'est-ce qui va se passer? Comment la communauté va se bénéficier? Oui, en fait, ce qu'on a décidé, dès la première édition, l'ensemble des bénéfices suite aux inscriptions, on souhaitait les redonner à la communauté. L'an passé, l'événement était un petit peu plus petit, bon, avec tout ce qu'on a connu au niveau de la température. Donc, on avait conservé, placé le tout dans un fonds. Cette année, on va y ajouter les bénéfices des inscriptions pour l'édition 2024. Et puis, on souhaite faire un appel de projet, donc pour promouvoir des activités sportives ou promouvoir le transport actif. Donc, vous allez avoir toutes les informations via notre page Facebook à la Ville. On pourra vous donner plus d'informations à ce moment-là, mais ça sera via les organismes, via les écoles. On souhaite en redonner là, pour que le plus possible, le transport actif soit mis en valeur. Et est-ce qu'il y aura les fermetures des roues pendant ces journées? Non, pas nécessaire. Suite à ce qu'on avait fait l'an dernier, on a vu là, vraiment avec les encadreurs au sein de la ville, ça fonctionnait très, très bien. Donc, on aura toujours quelqu'un devant, quelqu'un derrière et au centre là, pour bien rassembler tout le monde dans le peloton, là, puis s'assurer que la sécurité se fait bien. On évite également le passage sur la 165. Donc, ça sera plus sécuritaire encore pour le petit parcours de 5 km cette année. Pour ce qui est du parcours vers Princeville, on garde la même formule. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on va traverser où les lumières. Là, donc, à Princeville, il y a possibilité d'avoir un bouton là, pour arrêter le trafic. Là, donc, il n'y aura pas d'enjeu au niveau de la sécurité là-bas. Est-ce que les animaux sont acceptés pendant la randonnée? Non, bien normalement, les animaux n'est pas acceptés pendant la randonnée. Par contre, ils sont acceptés sur le parc, bien sûr. Donc, par la suite, si toutefois vous venez avec votre animal au parc pour le pique-nique, il n'y a pas d'enjeu. Jérôme, pour les bénévoles qui sont intéressés à participer, quelles seront les activités qu'ils doivent faire? En fait, ce qu'on a besoin, c'est 3 types de bénévoles. Les gens qui seraient à l'accueil,
Donc, c'est même pas nécessaire d'amener son vélo, même pas nécessaire d'être capable de faire du vélo, en fait. C'est toujours pratique, là, mais dans ce cas-ci, non, parce que à l'accueil, inscription, servir les collations, gérer les gens qui arrivent sur le site, leur dire un beau bonjour, les accueillir, dans le fond. Ça, c'est le premier type de bénévole qu'on a besoin. Après ça, la petite randonnée, 5 km, c'est d'être capable d'encadrer les familles là, sur le parcours, si jamais il arrive des petites problématiques, les accompagner. Et finalement, la grande rando, qui est le 23 km, ça, on a besoin d'encadreurs un peu plus ferrés en vélo, là, qui sont capables de les accompagner, mais d'avoir ce qu'on appelle un peu de lousse, là, d'être capable de faire le premier soin, un peu de mécanique, idéalement. Pas nécessairement besoin d'être un pro de mécanique ou un ambulancier, là, mais des gens qui sont capables d'un minimum là, à ces niveaux-là. Fait que c'est ça, on a besoin de plusieurs bénévoles dans ces 3 types d'activités. Plus ou moins combien de bénévoles vous avez besoin? Bien là, actuellement, on aurait besoin de 3 ou 4 bénévoles sur le grand circuit, 3 ou 4 sur le petit et la même chose sur le site de départ. On en a plusieurs, mais plus on en a, mieux c'est, parce que ça fait en sorte qu'on a un meilleur encadrement puis une meilleure sécurité pour tout le monde. Et quelles seront les recommandations que vous donnerez aux gens qui veulent participer pour la journée avant ou le matin avant de participer dans cette activité? Oui, bien, arriver en forme. C'est sûr que c'est une activité pour se mettre en forme, et de bonne humeur, en forme, bien alimenté le matin. Votre vélo en état. C'est sûr que si vous êtes dans la randonnée puis le vélo est moins, je dirais, prêt, mécaniquement, ça peut être un peu moins agréable. On vise un beau moment, agréable. Si, par exemple, vous avez des choses à faire, il y a plusieurs réparateurs de vélos ici. Il y en a aussi du côté de Victoriaville. On vous encourage évidemment à être ici ou à réparer vous-même votre vélo, mais arriver avec une machine en état de bien fonctionner. Pour plus d'informations et pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet de la ville au plessisville.quebec/événements. Il sera également possible de s'inscrire le matin même de l'événement. Jusqu'ici notre émission Érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre page Facebook TVCE, Télévision communautaire d'Érable. À la prochaine!